C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est président des ingénieurs du Congo et ingénieur en génie civil. Victor Ondalitia est bien sûr l'invité de ce programme. Président Ondalitia, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous avoir dans ce programme. Qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps? C'est surtout la décoration du professeur Obenga qui a attiré mon attention. Ce sont des moments forts. On est décoré par le président de la République. Ce sont des moments très forts. Vous pensez qu'il est plus célébré ailleurs qu'au Congo? Bon, c'est une grande personnalité au niveau non seulement africain, au niveau mondial. Donc il était temps pour nous aussi de reconnaître. C'est une fierté. C'est une fierté nationale, c'est une fierté. Président Ondalitia, ingénieur en génie civil, quelle est votre définition du mot ingénieur? Bon, je me définis moi-même comme un ingénieur en construction civile et industrielle. Parce que le génie civil, c'est un tout. Là-dedans, il y a beaucoup de spécialités. Donc, je suis ingénieur en construction civile et industrielle, c'est-à-dire bâtiment. C'est un professionnel qui a reçu une formation technique et scientifique dans une école d'ingénierie ou dans une université, qui a choisi un thème, l'a défendu devant un jury et a obtenu un diplôme d'ingénieur. Donc, sans diplôme, on ne peut pas être ingénieur? Non, pas du tout, parce que moi-même aussi, j'avais choisi mon thème, j'avais un thème. Naturellement, on ne peut pas être un génie. Non, il faut passer par une école, une formation. Donc, c'est pour certifier. Pour avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, c'est pas donné à n'importe qui de s'auto-proclamer comme ça, comme ingénieur. Donc, sans diplôme, vous n'êtes pas ingénieur? Pas du tout. Alors, quel a été votre parcours pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, je suis un ancien élève du lycée technique du 1er mai. Et après, de Brazzaville. De Brazzaville, oui. Après, je me suis retrouvé, j'ai eu une bourse, je me suis retrouvé en Union soviétique, à Leningrad, là où j'ai fait mes 5 ans d'année technique, plus une année de langue, 6 ans. Après, je me suis retrouvé, j'ai commencé mes pas dans l'administration congolaise, en tant que technicien, à la maîtrise d'ouvrage, au niveau du ministère de la Construction et de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que nous, on avait mis au point, il faut le dire, hein, on avait mis au point la formule de facturation des expertises d'évaluation par rapport au standing. Hein. Et on n'a pas mis du temps aussi au niveau de la construction parce que c'était le moment des réformes. Alors, adolescent, vous rêviez devenir quoi? Et c'était votre rêve d'enfance, devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, je pourrais vous dire que le mot ingénieur, je l'ai écouté pour la première fois à l'école primaire. Ah bon? Voilà. À l'école primaire, on avait un collègue de classe qui venait de la ville, hein, qui en regardait notre école. C'est un détail. Revenez de la ville parce que vous étiez où? Nous, on était au village, hein, les enfants du village. D'accord. C'est pas un petit village, un grand centre, une ville congolaise. Donc, pour nous, et puis à notre époque, les gens ne venaient pas à Brazzaville comme aujourd'hui. Hein. C'était difficile de venir à Brazzaville. Donc, quand quelqu'un venait de la ville, on était curieux de savoir ce qui se passait réellement en ville. Et ce collègue-là nous disait que, en regardant notre école primaire,
il disait que l'ingénieur pouvait savoir le nombre de briques. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, ou il était en train de mentir, ou réellement l'ingénieur devait être un génie ou bien un magicien. Il fait des choses que les gens ne connaissent pas. Et c'est là où j'ai eu ce déclic, là, de devenir ingénieur dans ma vie, depuis l'école primaire. Vous êtes président de l'Ordre des ingénieurs du Congo. C'est quoi déjà l'Ordre des ingénieurs? Bon, l'Ordre des ingénieurs, c'est une institution qui a été mise en place par le président de la République, hein, à travers des lois qu'il a promulguées. Nous avons la loi numéro 2-2023, du 22 février 2023, régissant la profession d'ingénieur au Congo. Et la loi numéro 3-2023, du 22 février 2023, portant création et organisation de l'Ordre des ingénieurs du Congo. C'est à travers ces deux lois que l'Ordre des ingénieurs existe. Pour l'histoire, on a ouï dire que vous êtes le président fondateur, même si vous ne voulez pas l'admettre. D'où vous est venue l'idée de créer l'Ordre des ingénieurs du Congo? Bon, président fondateur, c'est trop dire. Vous n'aimez pas ce mot, président fondateur? Pas tellement, pas tellement. Mais tout est parti en 2016. Nous, on avait un groupe avec nos doyens. On voulait créer un ordre d'ingénieurs en génie civil. Et après, ça n'a pas marché parce qu'il y avait un problème de leadership. En 2018, j'ai repris l'idée et autour de moi, j'ai réuni un certain nombre de confrères. Mais ce qui nous a poussé de mettre en place un ordre dans le pays, c'est que les ingénieurs n'étaient pas encadrés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas... Un organe de régulation? On n'était pas organisé, parce que tout autour de nous, les autres pays avaient des ordres des ingénieurs. Vous savez, la RDC, le Tchad, le Cameroun, plus d'une vingtaine d'années déjà avaient déjà des ordres. Le Rwanda, tous ces pays avaient des ordres, sauf nous. Donc, il fallait tout faire pour mettre en place un ordre. Vous savez que les ingénieurs sont regroupés dans le monde entier, dans la Fédération mondiale des organisations d'ingénierie, au niveau africain et à la Fédération africaine des organisations d'ingénierie, qui a des ramifications un peu partout dans chaque sous-région. Au niveau de l'Afrique centrale aussi, nous avons mis cette fédération-là, avec nos amis de la RDC et du Cameroun. Et la présidence se trouve au niveau de la RDC. Je crois que cette année-ci, si tout va bien, ça pourra nous revenir. Donc il y a beaucoup de raisons qui ont fait qu'on crée l'ordre, parce que vous voyez que le pays, quand le pays était avait le boom pétrolier, tous les ingénieurs des autres pays étaient chez nous ici. Et quand la crise est arrivée, tous ces gens sont repartis. Ils ont abandonné tous les chantiers. Donc c'est aussi une manière de rappeler à nos gouvernants qu'il faut compter sur ses propres experts. Hein, parce que quand il y a l'argent, tout le monde vient, mais quand il y a la crise, tout le monde s'en va. Donc, en bref, c'est toutes ces motivations qui ont poussé... Oui, il y a beaucoup de raisons. Oui, c'est ça, tout ça qui nous a poussé. Alors, si on vous posait la question de savoir quel est le but ultime de cette organisation, de cette association, de cet ordre? Bon, le but le plus important, c'est qu'il faut que le travail soit exécuté par des professionnels. Hein, c'est ça qui est le but. Même dans tous les autres, c'est ça. Il faut que le travail soit exécuté par des professionnels. Et quel est son impact dans la société? Bon, l'impact, quand les choses sont bien faites, la population bénéficie de bons services. C'est ça qui est le plus important. Donc, il faut protéger la population. L'Ordre des ingénieurs du Congo, comment est-il structuré? Bon, nous avons un conseil de 25 membres. Ah, 25 membres. Ouais. Nous avons un bureau exécutif de 5 membres. Et puis, nous avons l'Assemblée générale de tous les ingénieurs. Donc, le bureau exécutif de 5 membres. De 5 membres. Composé de? Composé d'un président, un vice-président et un secrétaire général adjoint et une trésorière. Combien de membres à ce jour? Bon, nous avons fait le premier tableau. Sur le premier tableau, on est 154. Mais là, il y a toujours des adhésions qui continuent. Je crois qu'on est peut-être autour de 200. Et là, d'ici quelques jours, on va lancer la campagne nationale de recensement
et d'adhésion de tous les ingénieurs du Congo. Alors, vous êtes ingénieur en génie civil. Peut-on savoir combien de spécialités compte l'Ordre des ingénieurs du Congo? Bon, il y a plusieurs spécialités, hein, il y a plusieurs spécialités, mais que il y a le génie civil, les génie électrique, informaticiens, mais qu'on a regroupé dans 6 grands groupes de spécialités. Vous savez qu'il y a beaucoup de spécialités qui se rapprochent, donc on a mis tout ça dans un gros groupe de 6 groupes, 6 groupes de génie ingénierie. Et à quel avantage d'être membre de l'OIC, c'est-à-dire de l'Ordre des ingénieurs du Congo? Quels sont les avantages? La reconnaissance, je vais vous dire, il y a un de nos collègues qui s'est retrouvé quelque part, qui se réclamait être ingénieur. On lui a dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu es ingénieur? Et dès lors qu'il a fait sortir sa carte de membre, tout le monde était convaincu. Il y a cette reconnaissance-là. Donc parmi les avantages, il y a avoir la carte... Ah non, il y a beaucoup d'avantages. Si vous êtes ingénieur de l'OIC, quand vous faites un projet, vous le validez, il est reconnu. Dans la vie d'un ingénieur, il y a quel impact d'être membre de l'OIC? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous êtes ingénieur civil qui fait les plans, par exemple, vous savez qu'au niveau du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, quand vous envoyez votre projet, on doit regarder, est-ce que celui qui a fait le projet, il est vraiment à l'ordre. Chaque ingénieur qui est à l'ordre doit avoir son cachet. Et sur ce cachet-là, il y a le numéro matricule. Donc, si vous cachetez votre projet, il regarde, parce que nous, on a envoyé dans tous les ministères notre tableau. Et la loi le demande, chaque année, il faut envoyer le tableau de l'ordre. Et dans ces ministères-là, ils ont ce tableau. C'est un métier libéral. Est-ce que c'est une obligation d'être membre de l'OIC? C'est une obligation parce que la loi, d'abord, l'article 20 de la loi portant création et organisation de l'ordre des ingénieurs du Congo stipule que nul ne peut exercer cette profession s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'ordre. C'est une obligation de la loi. Même en ayant ce diplôme, mais c'est une obligation, malgré que c'est un métier libéral. C'est pas une dictature, non? Non, la loi, c'est une loi. La loi, c'est pas une dictature. La loi, il faut se référer, parce qu'il faut contrôler l'exercice de la profession. Vous savez que c'est des métiers à risque. Et il y a aussi la vie des gens qui est là. Donc, si chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin, on peut assister à beaucoup de drames. Et comment se font l'adhésion au sein de l'OIC? Comment devenir membre? Bon, nous avons une fiche à remplir et sur cette fiche-là, il y a des dossiers qu'il faut remplir, qu'il faut apporter. Surtout, d'abord, vous avez votre diplôme, la copie de votre diplôme. Vous avez le mécanisme pour vérifier? Nous avons une commission qui est là, qui vérifie tout. Ah, vous avez une commission? Une commission d'analyse des dossiers qui est là, qui vérifie les dossiers. Et sur le premier tableau, c'est ce que nous on a fait. On fait des comptes, mais jusqu'en France, ceux qui ont fait des dossiers jusqu'en France, on a vérifié. Et il y en a beaucoup qui ont été recalés. Hein, parce que, ah bon? Ah oui, parce qu'il y a des faux diplômes, il y a des diplômes non requis, hein, parce que peut-être certains sont avancés au niveau de la fonction publique, mais au niveau de l'ordre, on est très regardant pour ces choses-là. Alors, donc les critères ou les critères d'adhésion, c'est avoir un diplôme certifié. Oui, il faut avoir son diplôme. Donc, contrôlé, vu, signé, et vous regardez tout ça par une commission. Oui. Voilà, alors, que dire à ceux qui hésitent d'adhérer à l'OIC? Certains qualifient même votre association de tous les maux. Qualifiant même l'Ordre des ingénieurs du Congo de société secrète. Ah bon? J'ai jamais entendu ça. Hein, ça s'appelle l'Ordre des ingénieurs du Congo. Il y a l'Ordre des architectes, l'Ordre des médecins, l'Ordre des experts comptables. À votre avis, pourquoi certains hésitent en vous qualifiant que vous êtes une société secrète? Je ne suis pas au courant qu'il y a des gens qui hésitent. Nous sommes hésitent, ouverts, nous avons un siège pignon sur rue, donc tout le monde peut venir. Ce n'est pas une société secrète. Vous n'êtes pas une secte? Un ordre mis en place par une loi du président de la République. Comment peut être une secte comme ça? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des tenues qui sont exigées?
Pas du tout, il n'y en a pas du tout. Pas d'uniforme, même lors de vos réunions? Il n'y en a pas. Ah d'accord, parce que j'ai ouï dire, c'est pourquoi vous êtes le président, vous représentez tout le monde, c'est pourquoi vous répondez. Alors, Victor Ondalitia, président de l'Ordre des ingénieurs du Congo, pouvez-vous nous parler de votre rôle en tant que président de l'OIC? En tant que président, je préside aux réunions du bureau exécutif, je préside aux réunions du conseil, et je préside aussi les assemblées. Et puis, je donne la vision du développement de l'ordre. Vous punissez aussi? Bon, on a des règlements intérieurs pour sanctionner tout aussi. On doit les appliquer. Ça, c'est du ressort du bureau exécutif, c'est pas seulement du président. À quel moment intervient la punition? À quel moment vous pouvez révoquer aussi un membre? C'est une mission du conseil. S'il y a un membre qui a commis, le conseil doit regarder son cas et puis va décider. Et est-ce que les membres peuvent démettre un président, par exemple? Le bureau exécutif ou bien... on peut vous démettre malgré que vous êtes quelque part le président fondateur? Nous avons un règlement intérieur qui est là, ça doit se faire conformément au règlement intérieur. Alors, président de l'OIC, une présidence à vie? Non, nous sommes en démocratie interne, hein, nous avons un mandat de 3 ans. Ah, vous avez une démocratie interne? Oui, mais on a un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois, donc on n'est pas à vie. Est-ce que c'est pas trop tôt de faire que renouvelable? Est-ce que vous ne pouvez pas vous donner un certain nombre d'années avant que ça soit renouvelable? Non, les textes sont là, il faut qu'on les respecte. Le mandat, c'est 3 ans. 3 ans, c'est pas trop court? Ça a été décidé comme ça en Assemblée générale. Est-ce que vous, en tant que président fondateur et les autres que j'ignore, vous ne pouvez pas vous décider d'abord pour bien asseoir les choses, mettre plusieurs années pour plus de stabilité, ou bien il y a des appétits? Non, ça c'est l'Assemblée générale qui peut le décider. Donc nous, pour l'instant, c'est réfère à ce qui est dit dans les textes. Lors de votre parcours, vous aviez noté tout à l'heure que vous aviez eu une première expérience où il y avait les combats des chefs, le leadership. Ça ne manque pas dans une organisation. Nous qui lisions certains livres spirituels dans la Bible, on parle toujours des rébellions. Ça ne manque pas. Est-ce qu'il n'y a pas des appétits dans ce sens pour cadenasser et puis donner que d'abord le premier mandat, ça sera pour 10 ans ou 5 ans pour faire asseoir les choses? Est-ce que tout le monde va épouser votre vision, la façon dont vous organisez les choses? Si on met en place les textes, on doit les respecter. On a le règlement intérieur qui est là, on doit respecter. Donc on ne peut pas faire en dehors du règlement intérieur. Et au cas où vous perdez des élections, vous attendiez combien un autre mandat vous pouvez vous représenter? Ah non, mais mon âge certainement ne me permet plus de se positionner. Il faut se reposer. Hein. Je vous dis, c'est pas facile, hein, parce que la création d'un ordre, dans les conditions qui sont les nôtres là, c'est très difficile. Hein. Et mobiliser ces gens-là, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qui est plus difficile à faire lorsqu'on est président de l'OIC? Faire adhérer à tout le monde l'idée que c'est bon pour le pays. C'est pas que tout le monde peut adhérer à cette idée-là. C'est pas facile. Hein. Et à quel avantage d'être président? C'est plutôt de la responsabilité. Il n'y a pas d'avantage spécifique. Et que gagne le président? Vous gagnez quoi en étant président? On se sacrifie. Il y a rien de, pour l'instant, on ne gagne rien du tout. On se sacrifie. Ah, pour l'instant, comment? Ben, peut-être que dans l'avenir, les choses peuvent s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est du véritable sacrifice. Pas une présidence à vie, après 3 ans des élections. Alors, quels sont les défis auxquels l'Ordre des ingénieurs est confronté aujourd'hui? Bon, le grand défi, c'est mobiliser les ingénieurs autour de cette idée. Et puis aussi faire appliquer les lois comme telles. C'est vraiment des défis les plus importants. Et donner aussi la visibilité à l'ingénieur congolais, qu'il soit visible dans le paysage du pays. Alors qu'il soit visible dans le paysage du pays, alors, comment l'Ordre des ingénieurs contribue-t-il à la formation et au développement professionnel des ingénieurs? Bon, vous savez que nous, on est encore une nouvelle organisation, mais sinon, dans l'avenir,
On doit tout faire pour mettre en place. Vous savez que nous sommes dans des sciences techniques qui... Parmi les avantages d'être membre de l'OIC, peut-être? Non, non, ça dit que nous, on est dans des sciences de l'ingénieur qui évoluent très vite. Donc, il faut que les ingénieurs se recyclent de temps en temps. Il y a des formations. Les technologies évoluent, voilà, les manières... Il faut la mise à niveau de ces ingénieurs. C'est très important, sinon... on est totalement dépassé. Alors aujourd'hui, 2 ans, jour pour jour, que cette organisation, disons cette association existe, que l'ordre existe, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 ans? Qu'avez-vous déjà fait? Qu'avez-vous déjà entrepris dans ces 2 ans d'existence? Bon, les 2 ans, vous voyez qu'on est toujours dans la création. On est toujours dans la création. Nous avons d'abord fait l'Assemblée générale constitutive qui a mis en place les instances. Après, nous avons fait l'Assemblée générale inaugurale qui a voté les premiers budgets de l'OIC. Et puis, nous avons fait le tableau de l'ordre. On a fait le tableau de l'ordre avec la prestation de serment de tous les ingénieurs. D'ici peu, nous allons, parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas assez d'ingénieurs, 154 pour un pays, apparemment c'est peu. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités que vous avez entreprises. Alors, comment le gouvernement a-t-il réagi à la création, en disant à la mise en place de tout ce que vous aviez? Bon, favorablement, parce que... Est-ce qu'il est associé? Les lois ont été votées par les membres du gouvernement, je crois peut-être 6 membres du gouvernement. Dans vos activités, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont associés quand vous vous réunissez? Bien sûr. L'Assemblée générale constitutive, nous on a le ministre de la Constitution, de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui était empêché, qui a envoyé son directeur de cabinet. C'était présidé par lui. L'Assemblée générale inaugurale, c'est le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, qui avait fait l'ouverture. Alors, en parlant du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, en la personne, on peut le citer, Jean-Jacques Bouya, qui est souvent présent, puisque je l'ai remarqué, j'ai souvent modéré vos cérémonies. Est-il le parrain de l'Ordre des ingénieurs du Congo? Oui, c'est le parrain de l'ordre. Vous savez que nous avons un ordre qui n'a pas de tutelle, parce qu'on a plusieurs spécialités. Il est le parrain? Si, il est notre parrain. C'est important d'avoir un parrain parce que l'ordre est pluridisciplinaire et concerne beaucoup de ministères. Donc, dans le gouvernement, il faut quand même avoir un parrain qui doit nous accompagner dans la démarche qu'on est en train de mettre en place. Au Congo, souvent, en République du Congo, pour être précis, les ministres sont souvent hyper occupés. Et comment a-t-il été intéressé à l'ordre venir chaque fois dans vos activités? Bon, il faut se dire aussi que l'ordre a été créé au niveau des grands travaux. Hein. Ah bon? Ah oui, parce que je suis moi-même un produit de ce milieu. Et dès la création, il a toujours mis à notre disposition. Vous savez que là-bas, il y a une très belle salle de réunion. Cette salle-là a toujours été mise à notre disposition pour nos réunions, nos ateliers. Et on a toujours travaillé dans de très bonnes conditions. Et il n'y a pas une pilule donnée pour qui s'intéresse à vous, qu'il soit toujours disponible? Bon, c'est un ministre du gouvernement, il doit être disponible pour nous. Parce que ce que nous faisons, c'est pas tout le monde qui est disponible. Ils sont toujours occupés. Oui, mais je sais qu'il est super occupé, mais il nous accompagne. Selon vous, qu'est-ce qui lui pousse à plaire, à participer, à venir toujours dans vos activités? Mais il faut se dire que l'ordre a été créé par le gouvernement. Il faut le dire. Pourquoi ne pas s'intéresser à... Il y a des ministres qui se font représenter. Vous avez dit, au départ, vous avez invité X ministres, mais vous envoyez... Non, il pouvait être là parce que peut-être notre activité était tombée au même moment que lui, il était occupé. Donc, sinon, il pouvait être là. Alors, revenons... bon, juste une parenthèse. Certains observateurs ont fait le constat que vos activités se déroulent toujours dans le luxe, dans des salles luxueuses, dans des endroits bien. Est-ce que c'est à votre goût ou au goût du parrain? Bon, vous savez que
Avec un parrain aussi de ce standing, on est obligé de choisir les endroits. On ne peut pas l'amener n'importe où aussi. Ah d'accord. Donc vous vous concertez en tant que OCI et puis la facture peut être salée. On peut... Oui, mais ça vaut la peine hein, Vous pouvez par exemple vous réunir à la commune de Bakongo ou à la commune de Mongali ou de Talangai. Pourquoi vous choisissez? Je vous ai dit que le standing de la personne ne nous permet pas de l'amener n'importe où. Ah d'accord. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des vrais ingénieurs en République du Congo? Oui, dès lors que quelqu'un a son diplôme, il est un vrai ingénieur. Des vrais ingénieurs de qualité? Oui, la qualité, c'est dans la pratique. Hein. Et pourtant, on ne voit que des étrangers dans les différents chantiers. Les ingénieurs congolais sont presque inexistants. On vous voit rarement. Bon. Même dans les privés, on voit plus des étrangers, pour ne pas être xénophobe. Certains disent que vous êtes inexistant. Vous êtes fantôme. Non, il ne faut pas confondre. Parce que vous savez que dans les étrangers, vous parlez, pour aller vers le maître d'ouvrage, parce que c'est lui qui a les fonds. Le plus souvent, c'est ces gens-là qui ont le contact avec ces étrangers. Et quand ils trouvent ces marchés-là, ils font venir certainement leurs parents. Mais derrière ces gens-là, il y a toujours nos jeunes ingénieurs qui sont là, en train de brader leur intelligence. C'est pour survivre. Sinon, le travail est fait par nos jeunes ingénieurs qui sont là derrière ces gens-là. Au-delà du privé, même en ce qui concerne à la République du Congo, même dans des grands chantiers, les ingénieurs congolais, excusez-moi pour être insistant, sont presque inexistants. Est-ce qu'il y a un problème de compétence, de confiance ou de considération? Non, pas de compétence. Mais nous, on a créé l'ordre. Vous savez que pour l'instant, l'ordre va nous permettre que les jeunes puissent créer des sociétés. Et ces sociétés-là, vous allez les voir pignon sur rue, et vous allez plus certainement vous demander où sont il n'y a que des jeunes qui peuvent créer des sociétés. Ben, nous sommes là pour encadrer. À notre âge, là, on va les aider. Mais on a créé l'ordre pour ça. Pour que demain, certains d'entre nous, pratiquement tout le monde a au moins une société. Mais pour être visible, vous savez que c'est des domaines où il y a des grands investissements. L'État ne peut pas donner des chantiers à des gens qui ne sont pas organisés. Donc il faudrait d'abord que nous nous organisions pour constituer des grands groupes d'ingénierie. Donc vous justifiez votre absence par rapport à l'organisation. L'État ne vous considère pas? Mais quand vous n'êtes pas organisé, on ne peut pas vous considérer. Nombreux de nos collègues sont pratiquement, je les appelle ingénieurs administratifs. Ils sont dans l'administration. Mais l'ingénierie, ce n'est pas seulement ça. J'ai mené une petite enquête dans un chantier privé. Un jeune me disait, vous regardez, tout ça, c'est moi qui ai conçu, mais c'est l'autre ingénieur libanais qui est devant, qui ne fout absolument rien, qui vient seulement se mettre debout. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Je vous ai dit tout à l'heure que... Là, il n'y a pas un problème d'organisation, et pourtant, eux, on leur fait confiance, ce président. Bon, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une sous-région où l'expert est souvent étranger. On a cette mentalité dans notre pays où on pense que l'expertise est étrangère. Même dans les grands milieux, c'est comme ça on pense. Et peut-être que vous n'avez pas la politique de vos moyens, parce que plus de la moitié des biens de consommation sont importés, et puis voire même la main-d'œuvre. Même les gardiens sont étrangers. Même les gardiens sont étrangers dans certains chantiers. C'est dramatique, mais nous tous on le constate. On le constate aussi. Parce que est-ce que vous pouvez évaluer tel fer, tel matériau de construction? Parce que vous n'en produisez pas. Comment savoir? L'étranger peut-être emmène ça chez lui pour dire que ça c'est du vrai. Et vous peut-être vous n'avez pas cette politique. Bon, même dans les calculs, nous on a des difficultés parce que quand vous faites vos calculs, vous trouvez par exemple un fer de 6, quand vous allez sur le marché, c'est le fer de 4 qui est là. Donc, beaucoup de produits sont piratés. Donc, ne sont pas de bonne qualité.
ne sont pas de bonne qualité. C'est très difficile de trouver quelque chose de bonne qualité. Donc vous comprenez qu'ils donnent leur... vaut mieux faire confiance à l'étranger a la magie de transformer... Non, pas ça. Non, pas ça. Vous savez que dans... c'est un problème de culture, mais c'est un problème de gouvernance, c'est pas un autre problème. Vous savez que quand il y a eu le Covid dans le monde, je suis sûr qu'aucun pays ne pouvait prêter son médecin à un autre pays. C'est le gouvernement qui doit comprendre que il faut plus organiser l'expertise nationale et ne pas seulement s'occuper de ceux qui viennent de l'étranger. Alors, avant de passer à autre chose, revenons au métier d'ingénieur civil. Quel est votre regard sur l'ingénieur congolais? Bon, quel est le regard que vous portez? Il n'est pas encadré. Il n'est pas encadré. Parce que dans le temps, il y avait la RNTP, la Régie nationale de travaux publics. Et il y avait aussi... Quand vous parlez de l'époque, pouvez nous situer ceux qui nous regardent par rapport aux dates? Dans les années 80, quand on a commencé à travailler, il y avait ces lieux, il y avait le CRET, Centre de recherche d'études techniques pour l'habitat, qui était des hauts lieux pour les ingénieurs pour s'exprimer. Maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, avec la création de l'ordre, nous allons faire en sorte que les ingénieurs puissent créer aussi des grands groupes d'ingénierie pour s'exprimer. Parce que tant qu'on n'a pas de grands groupes d'ingénieurs pour s'exprimer, vous ne verrez pas les ingénieurs. Donc, en un mot, le regard que vous portez sur l'ingénieur congolais est? L'encadrement. Il n'est pas encadré. Voilà, pas du tout. Donc, ces lieux, ça nous manque. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de changement climatique avec des conséquences qui vont avec. Nous assistons à des inondations, ensablements, érosions, éboulements dans les grandes villes et l'effondrement de certains édifices, surtout privés. Et bon, des tsunamis, on en parle ici, des tremblements de terre ici et là. Alors, quel est le regard et sentiment et la responsabilité de l'ingénieur qui se dit au cœur du développement, disons le mot qu'on affectionne en Afrique, l'émergence du Congo? Ce slogan ingénieur au cœur du développement du Congo, c'est un peu un appel au gouvernement pour dire que si vous avez des ingénieurs dans vos départements, il faut les utiliser. Parce que l'ingénieur doit être au cœur du développement. Et si vous avez des ingénieurs, vous ne les utilisez pas, je parie que rien de bon ne pourrait aboutir. Parce qu'il faut mettre l'ingénieur dans son travail. Vous êtes ministre de tel domaine, il faut que les ingénieurs là soient... Avec les changements climatiques et... Le changement climatique, c'est un phénomène mondial, hein, on ne peut pas s'en... On parle de tsunamis ici et là, des inondations. Oui, ça arrivera toujours, mais est-ce que il y a des faux ingénieurs, entre guillemets, ne peuvent pas se cacher derrière ces raisons? Non, le changement climatique, c'est dans tout le monde entier, on ne peut pas... Le problème, c'est que quand ça arrive chez nous, les gens... Et quand on voit les immeubles qui s'effondrent ici et là, surtout dans des grandes villes? Bon, les immeubles qui s'effondrent, il y a beaucoup de... C'est aussi le changement climatique? Non, il y a beaucoup de raisons. C'est peut-être fait par quelqu'un qui n'est pas un professionnel dans le domaine. Et les coupures d'électricité chaque jour, là? Peut-être on dit qu'il n'y a pas des ingénieurs, il y a des faux ingénieurs qui n'arrivent pas à stabiliser l'électricité. Dans la coupure d'électricité, de mon point de vue, il faut adopter de grandes politiques de création de grands barrages. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Donc, vous ne pouvez pas demander aux ingénieurs de bricoler toujours toutes ces choses à tout moment. Maintenant, il faut créer de grands projets pour que l'ingénieur soit totalement investi dans son travail. Donc, ce n'est pas un problème d'ingénieur, c'est un problème de... Qui décide des petites routes? L'ingénieur ou le maître d'ouvrage? Le maître d'ouvrage. Les petits caniveaux aussi, c'est le maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage. Mais l'ingénieur n'a pas le droit d'intervenir. Non, le petit caniveau, ça c'est le dimensionnement, ça n'a rien à voir de maître d'ouvrage. Mais avec les changements climatiques, on regarde les ingénieurs ailleurs qui disent qu'il faut s'adapter au climat. Oui, mais
malgré tout cela, le changement climatique, c'est difficile. Ça arrive toujours. Est-ce que vous, en tant qu'ingénieur en génie civil, y a-t-il des surfaces, y a-t-il des terrains qui sont interdits pour construire en tant qu'ingénieur? En matière de construction, il n'y a pas de mauvais terrain. Même dans l'eau, on peut construire. Il n'y a pas de mauvais terrain, il n'y a que des dispositions techniques à prendre. Donc on ne peut pas interdire un secteur non là-bas, il ne faut pas interdire. Et il ne faut pas construire. Bon, ça dépend. Hein, ça dépend. Bon, pour nous, les pays pauvres, on peut interdire un certain nombre. On peut interdire, mais les pays qui ont les moyens, ils peuvent s'en passer de tout cela. D'accord. Donc comment évaluez-vous l'impact environnemental de vos projets en tant qu'ingénieur en génie civil? Bon, aujourd'hui, on ne peut pas faire un projet sans étude d'impact environnemental. Il y a des ingénieurs spécialisés pour ça, c'est eux qui font ce genre d'études. Et les risques et les imprévus sur les chantiers de construction, comment vous les prévenez? Vous les gérez comment? Les risques et les imprévus. Bon, il faudrait que vous compreniez comment un chantier s'exécute. Un chantier, par exemple, de bâtiment. Vous avez d'abord le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire d'ouvrage, qui doit aller voir l'architecte. L'architecte lui fait le projet, lui donne les formes, le fonctionnement, et quand l'architecte finit son travail, il donne ce travail-là à l'ingénieur de structure. L'ingénieur de structure fait les calculs des poteaux, des poutres et des fondations. Pour les fondations, il est obligé d'aller voir l'ingénieur géotechnicien. L'ingénieur géotechnicien nous fait ce qu'on appelle l'étude du sol. Et lui donne la contrainte du sol. Et avec cette contrainte du sol, l'ingénieur de structure calcule ses fondations, dimensionne ses fondations. Quand l'ingénieur de structure finit, il prend ce travail et donne à l'ingénieur de contrôle. L'ingénieur du contrôle regarde est-ce que l'ingénieur de structure a fait son travail en conformité avec les normes. Et c'est trop d'argent tout ça. Non, c'est pour vous dire comment un chantier, vous avez posé la question de savoir comment ça doit être bien planifié. Ah, d'accord. Donc maintenant, l'ingénieur de structure et l'ingénieur de contrôle regarde est-ce que l'ingénieur de structure a bien fait son travail en respectant les normes. Si c'est bon, il met son cachet, bon pour l'exécution. On prend ce projet, on donne à l'entrepreneur. L'entrepreneur exécute. Pendant qu'il est en train d'exécuter, l'ingénieur de contrôle repart là-bas pour regarder est-ce que l'entrepreneur est en train d'exécuter conformément au plan approuvé. Pendant que l'entreprise est en train d'exécuter, il y a l'ingénieur de laboratoire qui passe pour faire le prélèvement de béton pour aller faire les écrasements. Et là, il doit vérifier est-ce que le béton atteint les contraintes qui ont été prises en compte par l'ingénieur de structure. Oui, non? Donc, fait de cette manière-là, un chantier est bien structuré et tous ces problèmes sont bien réglés. Alors, tout à l'heure, en vous suivant, vous avez parlé d'architecte. Vous avez parlé de plusieurs étapes, d'ingénieur de contrôle, d'ingénieur de ceci. Quelle est la différence entre un ingénieur en génie civil et un architecte? C'est quoi la différence? Bon, c'est des métiers complémentaires. Hein. C'est des métiers complémentaires. Un architecte, c'est celui-là qui, si vous êtes un maître d'ouvrage, vous partez le consulter, il vous traduit votre idée sur un plan. Et il donne les formes, les couleurs, le fonctionnement, il loge son projet dans un environnement donné. Et ça, c'est le travail de l'architecte. Maintenant, l'ingénieur, lui, il calcule la stabilité pour que l'ouvrage tienne. Voilà un peu les fondations, les poutres, la sécurité, la stabilité, la sécurité, les matériaux, ça c'est l'ingénieur. C'est pas l'architecte. Non, non, c'est l'ingénieur. L'architecte ne peut pas donner le nombre de ciment, le nombre de briques, le nombre de sacs de ciment, le nombre de poutres et de poteaux. Il peut le faire, mais dans le cadre de sa compétence. Donc il s'arrête au dessin. Oui, en principe, lui, sa mission, c'est dessiner. Mais il peut faire le devis aussi, mais qui concerne la partie qui est architecturale.
on a du mal à vous suivre pour connaître réellement quand vous dites s'il peut faire le devis et l'ingénieur, la limite des uns des autres s'arrête où, ça commence où? C'est des métiers différents. C'est des métiers complémentaires. Donc l'architecte peut faire un devis. L'ingénieur fait des calculs pour la stabilité. L'architecte donne la forme, l'esthétique. Et ça, c'est l'architecte. Vous avez un projet, vous voulez faire une maison. Vous partez voir d'abord l'architecte. Il traduit ça sous forme de plan. Maintenant, ce plan-là, pour qu'il tienne debout, il faut aller voir l'ingénieur. L'ingénieur fait maintenant des calculs pour que ça tienne contre le vent, contre les... Quel genre de calcul? Calcul d'ingénierie. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte. Quel genre est-ce qu'il doit calculer le nombre de poteaux? Non, le calcul pour qu'un ouvrage se tienne debout. Ah, d'accord. Le calcul du vent, les tremblements de terre, pour la stabilité de l'ouvrage. Il faut que c'est un travail d'ingénierie. D'accord. Qui calcule le nombre de matériaux? Mais ça, c'est des devis. Ça n'a rien à voir. C'est pas aussi. L'ingénieur ne fait pas de devis? Si, l'ingénieur fait le devis, l'architecte fait le devis. Ouais. Oh, d'accord. Donc, est-ce qu'un architecte peut prendre la place d'un ingénieur chacun a son métier. Dans un projet de construction? Non, pas du tout. Chacun a son métier. Chacun a ses limites. Chacun a ses limites. Et vice-versa. Vice-versa. Bon, j'espère que ceux qui nous regardent ont pu... Et donc, ce n'est pas les mêmes tâches à exécuter. Pas du tout. C'est des métiers différents. Est-ce qu'ils peuvent exécuter les mêmes tâches? Pas du tout. Chacun son métier. Ils sont complémentaires. Ils ont la même vision pour qu'un projet se fasse dans de bonnes conditions. Ils travaillent ensemble. Chacun son rôle. Alors, comment sélectionner ou choisir un bon ingénieur? Aujourd'hui, nous avons un ordre. C'est là-bas, on peut retrouver, on peut vous conseiller, voilà, on vous conseille tel bureau d'études, bureau de contrôle, tel ingénieur peut vous faire un bon projet. Donc, ça se passe par... Oui, comme on n'a pas de pignons sur rue. Donc, le but de l'ordre, c'est celui-là. Demain, on aura des pignons sur rue, les gens pourront aller les consulter. Donc, pour l'instant, il faut aller à l'ordre des ingénieurs du Congo pour mieux consulter, pour avoir un bon ingénieur. Alors, est-ce que un architecte ou un ingénieur peut faire des plans? Oui, l'architecte fait les plans architecturaux. L'ingénieur fait les plans de structure. Les plans de structure, c'est-à-dire que les plans but armés, par exemple, là où il y a le ferraillage, les plans d'exécution, c'est les plans d'exécution. Parce qu'avec le plan d'architecture, on ne peut pas exécuter un projet. Donc il faut faire les plans d'exécution. Si c'est une maison en étage, il faut bien que, malgré que l'architecte vous avait fait un joli plan avec des couleurs, avec toute cette beauté et tout, il ne peut pas être réalisé. Donc, il faudrait qu'un ingénieur le prenne, fasse les calculs de structure et fasse les plans. C'est des plans qu'on appelle les plans d'exécution. Donc, est-ce qu'un ingénieur peut faire ce que l'architecte fait? Non, pas du tout. En cafouillage, oui, mais sinon, les métiers sont différents. Oui, au cafouillage, ça dit que maintenant, à cause du gagne-pain, certains vont dans les métiers des autres. Sinon, ce n'est pas permis. Un ingénieur peut aller faire de l'architecture, mais nous-mêmes, nous sentons que c'est des coupés-cloués, donc il n'y a pas d'esthétique. Mais un architecte ne peut pas faire l'ingénierie. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un ingénieur qui peut faire un peu l'architecture, mais ce n'est pas vraiment de l'architecture. Mais chacun doit rester dans son métier. Chacun doit faire l'architecture. Et si l'architecte dit que je suis à la fois architecte et ingénieur, faudrait-il le croire ou Non, il n'y a pas, à ma connaissance, c'est du gagne-pain. Il ne peut pas avoir ces deux métiers. L'ingénieur peut le faire, mais l'architecte, de mon point de vue, non. L'architecte ne peut pas être ingénieur. Enfin, aujourd'hui, le métier, vous pouvez finir une formation pour aller faire une autre. Est-ce que vous, dans l'ordre, vous n'avez pas des architectes ingénieurs? Non, parce que le problème de l'ordre, il faut avoir un diplôme d'ingénieur.
Si un architecte a un diplôme d'ingénieur, il peut s'intégrer à l'ordre, parce qu'il peut aller subir une formation. Est-ce qu'il y a un patron dans un chantier? Qui est le patron? Bon, le patron, en principe, c'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte. C'est lui qui crée l'œuvre. Hein? C'est lui qui... Mais quand vous commencez la construction, vous vous rendez compte que l'homme à tout faire, c'est l'ingénieur. Parce que du début de la fondation jusqu'en haut, c'est d'abord l'ingénieur qu'on voit. Hein? C'est l'ingénieur qui est au centre du tout, au centre de la construction. Mais l'œuvre appartient, je dis plus facilement, que c'est un peu comme les journalistes et les caméramans, les techniciens qui sont derrière là-bas. On voit le journaliste qui est là devant, mais tout le travail de fond, c'est fait par le réalisateur. Dans l'organisation, dans un orchestre, c'est pareil. Vous avez le musicien qui chante, mais les instrumentistes, là, c'est comme des ingénieurs qui font tout ce travail. Alors, Président, pour finir avec, pour clore avec ce chapitre, comment peut-on sélectionner, quels sont les critères pour sélectionner un bon ingénieur? Il y a l'expérience. Il y a surtout l'expérience dans un domaine donné. Il faut être recommandé ou bien vous, comment de vue, comment savoir que celui, il devrait vous présenter ses œuvres antérieures ou comment on peut le sélectionner? Vous voyez que en matière de construction, la personne contactée par le maître, parce que les fonds se trouvent chez le maître d'ouvrage. La personne où le maître d'ouvrage va contacter, c'est d'abord l'architecte. Oui, non? Et l'architecte, quand il finit son travail, il contacte un ingénieur. Le plus souvent, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est souvent les architectes qui vous recrutent, on peut dire. Non, pas recruter. Je te dis que c'est des métiers complémentaires. L'un ne peut pas aller peut-être sans l'autre. C'est facile pour moi de choisir un architecte, vu les dessins, vu ce qu'ils font. Mais un ingénieur, c'est presque un peu l'invisible. C'est ce que je te dis. L'architecte, c'est la première personne où le maître d'ouvrage le consulte. Mais non, moi... Parce qu'il a l'idée, il veut faire une maison en étage, par exemple. Il veut faire une maison en étage, il donne les critères et tout. Mais l'architecte est la première personne, c'est pour ça qu'on l'appelle le maître de... Comment peut-on sélectionner un bon ingénieur? Est-ce que par une recommandation ou... Bon, il faut faire la différence. Il y a des travaux, je prends l'exemple, les travaux comme les expertises, sont directement liés au maître d'ouvrage. C'est-à-dire le maître d'ouvrage a son bâtiment qui veut s'écrouler et tout. Hein, je prends cet exemple-là, où il veut s'affaisser, il va directement voir l'ingénieur. En ce moment-là, il cherche un ingénieur qui a ses qualités, qui peut lui aider à trouver des solutions, d'abord à trouver les causes. Après avoir trouvé les causes, il trouve les solutions pour réhabiliter son ouvrage. Ça, c'est un cas où le maître d'ouvrage est directement en contact avec l'ingénieur. Mais le cas de la construction neuve, le maître d'ouvrage passe d'abord par un architecte. Et l'architecte est en contact avec les ingénieurs. Vous voyez toujours, parfois, dans les cabinets d'architecture, il y a les ingénieurs qui sont là parce qu'ils travaillent ensemble. C'est des métiers, on travaille ensemble. Vous complétez. Alors, Président, lorsqu'il y a effondrement d'un immeuble, d'un ouvrage, à qui incombe les responsabilités? Bon, lorsqu'un ouvrage s'affaisse, ou bien s'écroule, la première des choses, c'est savoir les causes. Hein, les causes, et pour savoir les causes, il faut faire ce qu'on appelle l'expertise technique de pathologie, qui va déterminer d'abord les causes. Et dans ces causes-là, on va déterminer qui a raison, qui a tort. Tant que l'expertise n'est pas faite, c'est pas possible de condamner une personne. C'est pas possible. Je vois le plus souvent quand il y a une maison qui s'écoule, tout le monde est aux abois. Mais nous, en tant que... et vous, en tant que personne, lorsque vous voyez l'effondrement d'un immeuble, qu'est-ce qui vous vient à l'idée en premier dans votre tête? Vous pensez à quoi? En premier, vous pensez à quoi lorsque vous voyez l'effondrement d'un immeuble, d'un édifice? Bon, c'est un peu comme le malade. Tu es malade, tu vas voir un médecin, et dès qu'il vous voit, dans l'ancien temps, les médecins ne faisaient pas les examens comme aujourd'hui. Il peut dire, bon, cette maladie, c'est telle maladie, je donne tel médicament. Mais aujourd'hui, les médecins vous envoient d'abord aller faire les examens,
pour déterminer la véritable cause. Dans le bâtiment, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Un bâtiment qui veut s'effondrer, l'expert, l'ingénieur expert va sur le terrain. Il amène aussi des ingénieurs de laboratoire qui il leur demande de faire tel essai, l'essai au scloromètre, au pondite. Il lui donne tous les essais et il fait les analyses. Ces essais vous donnent les analyses et c'est à lui de donner les solutions à bord. Puisque c'est ça, voilà la solution pour réhabiliter cet ouvrage. Donc, il faut une expertise technique de pathologie pour savoir les causes et comment réhabiliter un ouvrage. J'en ai fait plusieurs expertises dans la ville. J'en sais ce que je suis en train de dire. Président Victor Ondaletia, vous vivez Brazzaville. Alors, vous êtes congolais. Vous êtes originaire de la République du Congo. Alors, la capitale du Congo, de la République du Congo, Brazzaville, et sa capitale économique. On voit, lors des saisons de pluie, il y a des effondrements, il y a des éboulements, il y a l'ensablement, il y a des érosions. Quel est votre regard sur ces deux villes? Bon, je peux dire que c'est des villes délabrées, hein? Des villes délabrées qui demandent des gros sous pour les mettre en forme. C'est des cités qui se dégradent. Parce que, vous savez, quand on fait une route, elle a une durée de vie. Et cette durée de vie, il faut la réhabiliter à tout moment. Et si on ne le fait pas, la dégradation évolue. Donc, pour moi, ce sont des villes qui nécessitent... À reconstruire. Pas reconstruire, c'est-à-dire à faire la maintenance. C'est ce qui nous manque souvent, c'est ça. À faire la maintenance. La route, il faut la maintenir de temps en temps. Sinon... on crée d'autres? Se dégrader de plus belle. Bon, créer d'autres, ça c'est maintenant l'évolution de la cité, parce que voilà, la ville augmente, il y a beaucoup de gens qui ont maintenant beaucoup de voitures. Même aujourd'hui, garer au centre-ville, ça devient très difficile. Alors, et les canalisations? Est-ce que il y a lieu d'avoir encore les canalisations de ce genre au XXIe siècle, en tant que Victor Ondaletia, ingénieur en génie civil? Bon, ça c'est du ressort... en tant qu'observateur? Observateur, je dirais non. Les choses évoluent, il faut qu'on avance aussi. Hein. Vous savez que même les trottoirs, les routes, on les construit sans trottoir. C'est l'avenue Marem Wabi. Pour la première fois, on avait décidé de mettre les trottoirs et aujourd'hui, on ne peut plus faire une route sans trottoir. On ne peut plus faire une route sans trottoir. Donc, il y a toujours un début dans ces choses-là. Voilà, alors, autre chose, l'OIC et la politique, est-ce que c'est prohibé ou l'ordre des ingénieurs du Congo n'a pas de limite, n'a aucune limite? Non, on est apolitique. Nous, on s'occupe de la profession. La loi le dit, nous, on a des lois qui sont là pour ça. Est-ce que demain, l'ordre des ingénieurs du Congo pourrait soutenir un candidat dans une quelconque élection, par exemple la présidentielle qui arrive? Non, pas du tout. Nous avons au niveau de l'ordre, nous avons des sénateurs, nous avons des députés qui sont dans les partis politiques, mais chacun dans son parti. Donc, il est interdit que l'ordre soutienne, on ne verra pas l'OIC soutient X candidat. Non, pas du tout. On est apolitique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? X choses, nous l'avions grâce à Victor Ondaletia. Bon, vous savez, dans la vie, dans le parcours d'un ingénieur, il y a toujours des choses qu'on laisse, hein, donc qu'on peut laisser dans son parcours. Hormis l'OCI, on peut se souvenir de vous comment? Qu'est-ce que vous avez déjà? Bon, ceux qui sont passés par le BCVTP, ils s'en souviendront, parce que au temps du DG personnel, le DG Miguel, il avait lancé un concours pour faire, par exemple, le logo, le sigle de l'entreprise et le sigle du BCVT, c'est mon sigle, c'est moi qui l'ai conçu. À travers que le DG avait demandé de faire. Bon, il faut aussi retenir aussi, certains de mes collègues s'en souviendront, nous avons la méthode de facturation des missions de contrôle au pourcentage. Ça, c'est ma méthode. Je l'ai mis au point parce que dans le temps, au niveau du contrôle, on n'avait pas la possibilité d'être payé. On se disait que c'était une mission de contrôle de l'État, on ne peut pas vous payer. En 1997, quand j'ai fait l'expertise technique de pathologie du bâtiment des chèques postaux, l'entreprise qui avait gagné ce marché pour la réhabilitation m'avait demandé de l'aider de faire un devis.
je l'ai fait un devis, et à la fin du devis, j'ai mis 3%. Et je suis arrivé au bureau, j'ai dit à mes collègues, je viens de créer une méthode où tous nos chefs qui veulent s'enrichir vont créer des bureaux de contrôle. Et je vous dis, ça n'a même pas fait 2-3 mois, on a vu un bureau de contrôle qui a été créé, qui était en collaboration avec le BCETP. Et cette méthode s'en suit aujourd'hui, il y a même certaines administrations qui l'utilisent. Et quelqu'un me disait, Victor Ondaletia est un bien pionnier, est un vrai pionnier, un bon pionnier, il dit toujours la vérité. Ça vous caractérise toujours, ça vous suit toujours d'être trop juste dans... Ouais, chacun de nous a sa nature. Hein, donc, Et quel genre de président êtes-vous? Est-ce que vous êtes trop envahissant? Vous voulez un président à tout faire? Non, pas du tout. On a un bureau. Est-ce que vous déléguez? Oui, mais pourquoi pas? On est dans... Vous êtes au four et au moulin, vous voulez tout faire apparemment? Non, pas du tout. Vous savez, quand on est dans la création, il y a des choses où on est obligé de faire soi-même parce que, pour donner un peu de l'exemple aux autres. Sinon, vous savez, le travail d'ingénieur, c'est un travail de collaboration, on ne peut pas travailler tout seul. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aimerait devenir ingénieur comme vous? C'est un très bon métier. C'est un très bon métier. Récemment, j'étais invité à la publication des résultats des premiers étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso, qui est la première vague des masters. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis pour cette première année. Mais on les attend parce que on sait que la fonction publique ne va pas les recevoir. Il faut que les gouvernements aident les autres, parce que nous, au niveau des autres, on connaît comment aider ces jeunes-là pour trouver du travail. C'est à travers les autres qu'on peut résoudre ce problème, sinon c'est des chômeurs qu'on est en train de fabriquer. La République du Congo est un grand chantier, par exemple. Donc ils trouveront forcément du travail. Oui, mais on a un terrain vierge. Mais on se pose la question, comment dans un milieu qui n'est pas aussi construit comme le nôtre, comment on peut trouver des ingénieurs au chômage? Ça veut dire que le secteur n'est pas organisé, c'est pas bien structuré. On va leur demander de l'expérience. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'ordre des ingénieurs, nous donnons la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir créer des sociétés, mais il faut que les gouvernants fassent de telle sorte que ces jeunes qui créent des sociétés puissent avoir accès au marché. Parce que on peut beau créer des sociétés, mais si le marché est fermé, parce que ces jeunes, il faut les favoriser. Je vous ai dit qu'il y a plus de champs d'expérimentation des jeunes sur le terrain. Il faut donner la possibilité, ces jeunes qui créent des sociétés, d'avoir des petits marchés de 10 à 15 millions, 20 millions, pour que ils se forment. Et puis, l'État aussi peut créer des appels d'offres uniquement pour ces jeunes-là. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Et si on fait bien, on avance. Si on fait mal, on sanctionne. Au fur et à mesure, les jeunes, on peut demain avoir des jeunes qui font des calculs de structure, des gros projets, au lieu d'aller le faire à l'étranger. Voilà, Victor Ondaletia, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, souhaitez-moi que demain, l'ingénieur congolais soit au centre du développement. Et au niveau de l'ordre des ingénieurs du Congo, un souhait? Que l'ordre des ingénieurs du Congo soit une institution au service du peuple. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Victor Ondaletia, merci. Merci. Voilà, on se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.